Ce matin-là, tout a commencé par un simple courrier. Un de ces enveloppes officielles avec le logo de la mairie. Le genre qui annonce d'habitude une taxe ou un rappel. Mais cette fois, en déchirant le papier, mes mains se sont mises à trembler, avant même de lire. Avis concernant la propriété indivise de l'appartement 6 au 12, rue des Lilas, 705 015 Paris. Indivise ? Depuis quand ma maison n'est plus entièrement à moi ? J'ai relu 3 fois. Les mots dansaient devant mes yeux. L'appartement que j'ai acheté il y a 30 ans, avec l'argent durement gagné de mes heures de secrétariat. Celui où j'ai élevé mon fils, où j'ai passé mes nuits blanches à coudre pour arrondir les fins de mois. Il n'était plus à 100% à moi. Mon fils, Marc, était devenu copropriétaire, avec rétroactivité, signé par moi-même, il y a 6 mois, une procuration notariée. Tout était là, noir sur blanc. Madame Hélène Dubois a donné mandat à son fils Marc Dubois pour administrer et disposer des biens immobiliers. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne me souvenais de rien. Pas d'une telle signature, pas d'une visite chez le notaire, rien. Mais les dates correspondaient à un mardi banal, un de ces jours où j'avais mal à la tête après le marché. J'ai attrapé mon manteau et suis partie directement chez Marc, à 10 minutes à pied. Il m'a ouvert la porte avec son sourire habituel, cette barbe poivre et sel qui le fait ressembler à son père. Je lui ai tendu la lettre, la voix étranglée. Il a lu, a haussé les épaules. « Maman, tu as tout signé toi-même. Tu ne te souviens simplement pas. » Ces mots ont résonné comme un coup de marteau. Pas de colère, pas d'explication. Juste cette phrase, plate, définitive. Comme si c'était normal d'oublier avoir donné la moitié de sa vie à quelqu'un d'autre. Je suis rentrée chez moi à pied, le froid de novembre me mordant les joues. Mais ce n'était pas le froid qui me glaçait. Pour la première fois, ce n'était pas la peur de la pauvreté qui me serrait la gorge. C'était pire, beaucoup pire. La peur que ma mémoire me trahisse. Que ces trous dans ma tête ne soient pas des oublis anodins, mais des absences complètes. Si j'avais vraiment signé ça sans m'en souvenir, qu'est-ce que j'avais encore oublié? Assise à ma table de cuisine, le courrier devant moi, une pensée horrible a surgi, comme une vague noire. Si cette signature était vraie, alors toute ma vie pouvait être un mensonge. Toutes ces décisions que je croyais avoir prises seule, le mariage, l'éducation de Marc, les refus polis aux aides sociales, les nuits à refuser l'EHPAD. Et si on m'avait guidée, page après page, sans que je m'en rende compte? Et si la femme que je suis n'avait jamais vraiment décidé de rien? Je me suis levée d'un bond, le cœur au bord des lèvres. Il fallait vérifier. Tout vérifier, avant qu'il ne soit trop tard. Après cette lettre qui m'a retourné l'estomac, je me suis assise avec un vieux carnet. Il fallait que je recommence par le début, que je vérifie ma propre histoire. Parce que si Marc avait raison, si j'avais vraiment tout oublié, alors peut-être que toute ma vie n'était qu'un tissu de trous de mémoire. Mais non. En feuilletant mes souvenirs, page après page, je me suis rendu compte d'une chose. Ma vie était simple, ordinaire, et surtout bien alignée. Pas de drame, pas de tragédie à la télé. Juste celle d'une femme normale qui a fait ce qu'elle pouvait. Je suis née en 1948, à Montreuil, dans un petit appartement au-dessus de la boucherie de mes parents. L'après-guerre, vous savez, avec les tickets de rationnement qui finissaient et les voisins qui se serraient les coudes. Mon père réparait des vélos, ma mère tenait les comptes. Rien d'extraordinaire. À l'école, j'étais la première à lever la main, pas pour briller, mais parce que j'aimais comprendre. J'ai passé mon certificat d'études sans faute, puis le brevet, et à 16 ans, j'ai commencé comme sténodactylo chez un assureur place de la République. Salaire modeste,
mais régulier. Jamais été en retard d'un jour. À 23 ans, j'ai rencontré Paul au bal du 14 juillet. Il était mécanicien chez Citroën, solide comme un chêne normand. On s'est mariés un samedi de juin 1971, à la mairie du 15e. Pas de grande robe, juste une jupe sage et un voile prêté par ma sœur. On a pris l'appartement rue des Lilas avec un prêt à 20 ans, remboursé sou par sou. Paul rentrait couvert de cambouis. Je faisais les courses au marché d'Aligre. Le soir, on regardait la télé en noir et blanc, les 5 dernières minutes. C'était une vie droite, sans vagues. Puis Marc est arrivé en 1974. Ma plus belle joie, les nuits blanches à le bercer quand il avait la colique, les premières dents, la varicelle. Je l'emmenais à la crèche municipale pendant que je travaillais. Et le soir, on lisait Le Petit Prince jusqu'à ce qu'il s'endorme. Paul disait toujours « Notre fils aura une vie meilleure ». On n'était pas riches, mais on avait de quoi. Vacances à Deauville en camping, Noël avec une dinde et des huîtres du Charente. Quand Paul est parti trop tôt, en 1992, infarctus à 50 ans, j'ai tenu bon. Pas de larmes en public. J'ai repris mes heures supplémentaires, payé l'enterrement rubis sur l'ongle et continué pour Marc. Il a fait ses études d'ingénieur, trouvé un bon poste chez EDF. J'étais fière, sans en faire des tonnes. À la retraite en 2013, à 65 ans, tout coulait de source. Ma pension de la Sécu, complétée par les heures de secrétariat, me suffisait largement. 3 000 € par mois pour une personne seule, c'est confortable. Je faisais mon marché 3 fois par semaine, jardinais mes 2 balcons, allais au ciné le mercredi pour les seniors. Jamais demandé d'aide au CCAS, jamais squatté les files d'attente pour les restos du cœur. J'allais voter à chaque élection, payais mes impôts sans rechigner, et même mes contraventions pour excès de vitesse, rares, mais honnêtes. Ma vie était comme ça, sans heurts, sans scandale. J'ai toujours cru aux gens, vous voyez, aux médecins qui prescrivent, aux artisans qui réparent, à la famille qui protège. Jamais été du genre à contredire, à faire des scènes, parce que je faisais confiance. À la vie, aux autres, à moi-même. Si quelqu'un disait « c'est comme ça », je hochais la tête. Pas par faiblesse, non, par conviction. Les disputes, ça use pour rien. Mieux vaut écouter, comprendre, avancer. Et voilà qu'aujourd'hui, cette lettre me dit que j'ai signé ma propre maison sans m'en souvenir. Mais comment? Moi qui me rappelais chaque détail de ces années, chaque ticket de caisse, chaque rendez-vous chez le notaire pour des bricoles, ça ne collait pas. Pas avec la femme que j'étais. Celle qui comptait tout, vérifiait tout, croyait en sa propre tête. Pourtant, le doute s'insinuait. Et si cette confiance, cette habitude de ne jamais dire non, m'avait rendu aveugle? Non, impossible. Ma vie était trop solide pour ça. Il fallait juste retrouver cette signature perdue, remonter le fil, comprendre où tout avait basculé. Après la mort de Paul, Marc a commencé à passer plus souvent. Au début, c'était touchant. Il habitait encore à Vanves avec sa femme. Et le samedi matin, il frappait à ma porte avec des croissants chauds de la boulangerie du coin. « Maman, tu fais trop d'efforts toute seule », disait-il en rangeant les courses que j'avais déjà faites. Je souriais. C'était gentil. Attentionné, mon fils unique qui prenait soin de sa mère veuve. Qui aurait pu refuser ça? Tout a commencé par de petites choses pratiques, en 1995, quand j'ai eu mon premier lumbago après avoir porté des sacs trop lourds du marché. Marc m'a emmené chez le kiné, a payé la séance, a même pris rendez-vous pour la suite. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Soulagé, je l'ai laissé faire. Pourquoi me fatiguer avec les paperasses de la Sécu? Il connaissait les formulaires mieux que moi, avec son boulot chez EDF.
Bientôt, c'était lui qui gérait mes déclarations d'impôts. « C'est plus simple comme ça, maman. Tu signes là, et c'est réglé. » Je signais, reconnaissante. Pas une fois je n'ai pensé que c'était le début. Puis sont venues les visites aux administrations. La CAF pour ajuster ma retraite, la mairie pour les aides au logement. « Reste à la maison, je vais chercher les documents », me disait-il. Il revenait avec des enveloppes, expliquait vaguement. « C'est bon, tout est en ordre. » Je hochais la tête. Pourquoi douter? C'était plus rapide, moins de files d'attente au guichet bondé de la préfecture. Une fois pour renouveler ma carte vitale, il est allé à la CEPAM tout seul. Ils ont dit que c'était urgent. J'ai tout fait. Parfait. Je n'avais même pas à sortir par temps de pluie. Les décisions plus importantes ont suivi le même chemin. En 2005, quand ma vieille chaudière a lâché en plein hiver. Marc a appelé le plombier, négocié le devis, payé en avance. « On ne va pas te faire attendre, maman. Tu vas attraper froid. » Résultat, nouvelle chaudière flambant neuve. Et moi qui n'avais rien eu à faire d'autre que signer le chèque. Pratique, non? Pareil pour l'assurance habitation après une fuite d'eau. Il a contacté l'assureur, rempli le dossier sinistre, empoché l'indemnité. C'est fait, ne t'en fais pas. Je me sentais protégée, choyée même. Vers 2010, ça s'est intensifié. Ma vue baissait un peu, rien de grave, juste des lunettes plus fortes chez l'ophtalmo. Marc a pris les choses en main. Rendez-vous médical, ordonnance, même la pharmacie. Tu oublies tes pilules, laisse-moi vérifier. Il rangeait mes boîtes dans un pilulier hebdomadaire, cochait les jours. Soulageant. Et pour la banque? Oh, la banque. En 2012, il m'a accompagné chez BNP Paribas pour simplifier le compte. J'ai signé des papiers pendant qu'il parlait avec le conseiller. C'est une procuration standard, maman, pour les urgences. Je n'ai pas lu les petites lignes, fatiguée après le trajet en métro. Pourquoi? Il voulait juste m'éviter les tracas. Bientôt, les « nous avons déjà fait » sont devenus la norme. L'impôt foncier? Déjà payé. Le contrôle technique de ma 206? C'est bon, passe le week-end prochain. Même les factures EDF, ironie du sort avec son boulot, il les gérait. Une fois, j'ai voulu appeler France Télécom pour changer mon abonnement. Inutile, c'est réglé. Et ça l'était. Toujours impeccable, toujours à temps. Les documents qu'il apportait à signer? Des bricoles, ne t'inquiète pas, rien d'important. Des formulaires de 2 pages, illisibles avec mes lunettes fatiguées. Je signais vite, reconnaissante pour ce calme qu'il installait chez moi. C'était du pur confort. Plus besoin de se lever tôt pour la queue à la poste. Plus de stress pour les délais administratifs. Plus de nuits à vérifier les relevés bancaires. Marc gérait tout avec efficacité, comme un bon fils moderne. Sa femme passait parfois, apportait des plats faits maison. « On s'occupe de toi, maman. » Je me sentais chanceuse. Dans le quartier, j'entendais des voisines se plaindre de leurs enfants absents. Moi, j'avais le mien, présent, fiable. Encore une fois, ma confiance jouait. Pourquoi questionner un système qui marchait si bien? Les institutions étaient compliquées. Les lois changeaient tout le temps avec les réformes Macron. Les sites internet impossibles à naviguer sur mon vieil ordinateur. Marc, lui, savait tout ça. C'était logique qu'il prenne le relais. Doucement, sans heurts, mes choix s'étaient évaporés. Mais je ne le voyais pas. Comment l'aurais-je pu? C'était présenté comme de l'amour filial, du bon sens pratique. Le summum du confort. Jusqu'à cette lettre. Cette procuration standard de 2012, qui n'avait rien de standard du tout. C'est en 2015 que ça a vraiment commencé. Cette sensation sournoise qu'on me faisait douter de moi-même. J'avais 67 ans, encore vive. Je marchais tous les jours,
jusqu'au marché aux puces de Vanves, pour acheter mes légumes et feuilleter les vieux livres. Mais un mardi d'avril, après avoir posé 3 fois la même question à Marc sur la facture d'électricité qu'il gérait, il m'a regardée avec ce sourire patient, un peu triste. « Maman, tu me l'as déjà demandé hier. » J'ai senti comme un seau d'eau froide. Hier ? Impossible. Je me souvenais parfaitement de notre conversation du samedi, autour du café, où j'avais juste dit que la lumière de la cuisine clignotait. Pas de facture, pas de détails. Non, c'était samedi, pas hier. Ai-je insisté ? Il a soupiré doucement. Tu vois, ça arrive avec l'âge. Ne t'inquiète pas. J'ai hoché la tête, mal à l'aise. Était-ce possible ? Ma mémoire avait toujours été mon point fort. Les dates d'anniversaire, les numéros de téléphone, les recettes de tarte aux pommes de ma mère. Tout fiché là, solide. Mais les scènes se sont répétées. L'été suivant, j'ai remarqué que mon pilulier était vide, un mercredi, alors que Marc jurait l'avoir rempli la veille. « Tu l'as déjà pris, maman, tu ne te souviens pas ?» J'étais sûre de non. J'avais vérifié le matin même avant de sortir pour mon cours de gymnastique des seniors à la mairie. Pourtant, le soir, en fouillant, pas une pilule. J'ai commencé à douter. Et si j'avais vraiment oublié ? À l'automne, même chose avec les courses. J'étais certaine d'avoir acheté du parmesan. Mais Marc rentrait avec un nouveau bloc. « Tu me l'as demandé 2 fois la semaine dernière ?» Non, je l'avais mentionné une fois, lundi. Mais le doute s'installait, tenace comme la pluie de novembre. J'ai décidé de prendre des notes, rien de compliqué, juste un petit carnet à spirale acheté à la papeterie du boulevard. Chaque matin, je notais « Pilule prise à 8 heures ». Facture EDF signée ? Non. Parmesan acheté. Le soir, je cochais. Ça me rassurait cette trace écrite. Mes questions devenaient précises. « Marc, le 12 octobre, j'ai noté que tu as pris le dossier CAF. C'est fait ?» Il hochait la tête. « Ouais, et tu m'as demandé la même chose hier. » Mon carnet disait le contraire, mais parfois, en relisant, je trouvais des pages sautées, des dates manquantes. Était-ce moi qui oubliais d'écrire ? Puis les disparitions ont commencé. D'abord innocentes. Mon carnet a glissé sous le canapé un matin. Marc l'a retrouvé en passant l'aspirateur. « Tu es distraite, maman. » Ensuite, plus grave. En janvier 2017, après une angine qui m'avait clouée au lit, mon agenda de poche avait disparu. Dedans, toutes mes notes sur les rendez-vous banque des derniers mois. Il a dû tomber dans la corbeille, a dit Marc en apportant un nouveau, vierge. Je l'ai cru. Mais le doute grandissait. Pourquoi tant d'oubli de mon côté, et jamais du sien ? Les scènes quotidiennes tournaient en boucle. Le gaz ? Déjà payé la semaine dernière, tu demandes toujours la même chose. Mon relevé bancaire. Tu l'as vu hier, regarde tes mails. Je n'avais pas d'ordinateur, juste mon téléphone basique pour les SMS. Pourtant, il insistait. À la fin de 2017, j'ai acheté un second carnet, caché dans ma table de nuit. Note précise, 15 décembre, Marc apporte papier notaire, à lire calmement. Le lendemain, carnet parti, remplacé par un autre avec des pages arrachées. Coïncidence ? Ou ma tête qui flanchait ? C'est là que le vrai gaslighting s'est installé, ce mécanisme insidieux qui vous fait douter de votre propre réalité. Chaque fois que je contestais, on me renvoyait à mes oublis. Le médecin de famille, appelé par Marc après une de ses disputes, a prescrit un léger calmant. Ça arrive avec l'âge, Madame Dubois. Ah, les trous de mémoire sont fréquents. J'ai commencé à me taire, à vérifier en cachette. Mais les preuves s'évaporaient. Mes notes sur les jours de signature, ceux où j'avais mal à la tête après le repas dominical, ont disparu d'un tiroir fermé à clé. Comment ? Pourtant, au fond, une voix persistait.
Ce n'était pas moi. J'étais toujours la même. Celle qui se rappelait le numéro de sécu de Paul par cœur. Celle qui gagnait au jeu de mémoire au club des aînés. Mais le doute, lui, était devenu mon compagnon. Et si c'était le début d'Alzheimer? Les publicités pour les EHPAD me hantèrent la nuit. Marc passait plus souvent, vérifiait mes placards, mes papiers. Pour ton bien, maman. Jusqu'à cette lettre de la mairie, qui remettait tout en question. Mes oublis étaient-ils réels? Ou quelqu'un les fabriquait-il, page après page, pour m'effacer doucement? Remontant dans mes souvenirs, je revoyais ces moments précis, où le piège se refermait. Pas avec violence, non, avec une douceur perfide, dans le confort de mon propre salon. Toujours le même scénario. Fatigue accumulée, urgence fabriquée, présence rassurante. Et moi qui signais, confiante, comme n'importe qui l'aurait fait après une longue journée. Le premier épisode marquant remonte à l'été 2016. J'avais passé la matinée au jardin communal à arracher les mauvaises herbes avec les voisines. 4 heures sous le soleil de juillet. Épuisée, dos en compote, je rentre vers 14 heures pour un thé léger. Marc arrive vers 16 heures. Sa sacoche de documents sous le bras. « Maman, c'est urgent pour la banque. Il ferme le guichet demain. » Sa femme est là aussi. Pose un café sur la table basse. L'atmosphère est chaleureuse, familiale. Il sort 3 feuillets, me les tend. Juste une procuration pour les virements automatiques. Regarde vite. Mes yeux fatigués papillonnent sur les lignes serrées. J'hésite. Lis-moi le principal. Il résume en 2 phrases. Tourne la page. Signe là, c'est tout. Stylo déjà dans ma main. Signé en 30 secondes. Pas le temps de digérer. Même recette en novembre 2017. Après une grippe carabinée, fièvre à 39. Pendant 3 jours. Tout qui me plie en 2. Je suis au lit. Médicaments sur la table de nuit. Marc frappe à la porte. Entre avec des papiers froissés. La mairie a besoin de ça pour ton allocation logement. Sinon, il coupe. Pression immédiate. Sa belle-fille prépare un bouillon de poule dans ma cuisine. Odeur réconfortante. Les documents, 5 pages d'un formulaire CERFA, caractères minuscules. Ne t'inquiète pas, j'ai coché les cases. Je veux lire, mais la tête tourne, les lettres dansent. Il pointe l'endroit. Juste ta signature ici et là. Bam, signé. Soulagé qu'il gère. L'épisode le plus lourd date de mars 2019. J'avais marché 10 kilomètres ce jour-là. Rendez-vous ophtalmo à Bercy, retour par le bus bondé, puis course chez Franprix. 18 heures, je m'assois enfin, pieds enflés dans mes chaussons. Marc surgit avec le notaire du quartier, un petit homme bedonnant en costume gris. « Madame Dubois, on passe vite pour le mandat de gestion. Votre fils a tout préparé. » Double pression, l'officiel plus l'urgence. Thé servi, biscuits sortis. Le notaire étale un dossier de 10 pages. Procuration immobilière, avec mention de biens indivis. Je sens un malaise. C'est pourquoi exactement? Marc intervient. Pour l'appart au cas où. Signe, on a un dîner après. Le notaire hoche la tête, stylo tendu. Pas une minute pour lire seul. J'ai signé les 3 exemplaires, essoufflé, pendant que ma tension montait. Et cette autre fois, en décembre 2020, après Noël, trop mangé, indigestion, nuit blanche. Le matin marque avec des papiers fiscaux urgents pour l'impôt sur la fortune. La date limite est demain, maman. Sa femme trie mes placards en fond, pour t'aider. Documents, mélange de déclarations IFI et annexes bancaires. Lourd, technique. Regarde juste la dernière page. Signé en un éclair, sans comprendre que ça touchait mon bien principal. Toujours la même combinaison diabolique. Fatigue physique après effort, marcher, grippe, marche. Environnement rassurant, café, famille présente. Pression temporelle. Demain, c'est trop tard.
Vitesse imposée. Signe là, vite. Jamais seul pour lire. Toujours un helper. Marc qui résume. Sa femme qui distrait. Parfois un pro pour légitimer. Et moi, celle qui fait confiance, qui déteste embêter les gens, qui signe pour avancer. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. À votre tante qui sort du supermarché les bras chargés. À votre mère après une visite chez le docteur. Aux voisines du club de tricot, si fatiguées après le cours. Les papiers administratifs français sont un labyrinthe. Cerfa illisible, jargon juridique, délais impitoyables. Ajoutez la confiance en la famille, l'usure de l'âge. Et voilà, personne ne lit 10 pages quand on vous tend le stylo avec un sourire. En revoyant ces scènes, je comprenais. On ne m'avait pas forcé, on m'avait facilité, jusqu'à l'os. Revenir à cette lettre de la mairie, c'était comme rouvrir une blessure infectée. Assise à ma table de cuisine, le courrier déployé devant moi, j'ai passé la journée du samedi suivant à essayer de comprendre. L'avis officiel était clair. Depuis 6 mois, mon appartement n'était plus à 100% à moi. Procuration notariée du 15 mars 2023, signée de ma main, donnant à Marc plein pouvoir sur les biens indivis. La date me frappait comme un coup de poing. Un mardi banal après mon cours de gymnastique. J'ai fouillé mes agendas, mes notes disparues. Rien, pas une mention. Il fallait que je sache. J'ai pris mon téléphone fixe, composé le numéro de Marc. Pas de réponse. Alors j'ai mis mon manteau, traversé les 2 rues qui nous séparent. Il m'a ouvert. Chemise impeccable. Café en main. J'ai posé la lettre sur sa table basse, sans un mot au début. Il l'a lue, l'air impassible, puis a relevé les yeux. Calme, presque clinique. Pas de surprise, pas d'explication empressée. Juste ce regard qui disait déjà tout. La conversation a été brève, glaciale. J'ai demandé les détails de cette signature. Où, comment, pourquoi pas prévenu? Sa réponse? Posée, méthodique. Tout était légal, notaire présent, ma signature libre. Tu étais d'accord, maman? Pour simplifier. Pas de débat sur le fond, pas d'émotion. Quand j'ai insisté sur mon absence de souvenir, il a hoché la tête, patient mais distant. Ça arrive, on en a déjà parlé. Froid comme un diagnostic médical. C'est là que le déclic s'est produit, cet effondrement intérieur brutal. On ne se disputait pas, on ne négociait pas. Il ne me contredisait même pas. Pire, il me zappait, comme si mes questions n'avaient pas de poids, comme si ma version des faits était une anecdote touchante d'une vieille dame. Pas de colère qui aurait prouvé qu'il se souciait, pas de défense passionnée. Juste cette neutralité professionnelle. Ce « c'est comme ça » qui rayait mon existence d'un revers de main. Pour la première fois, l'illusion s'est brisée. La famille, ce rempart contre le monde, cette protection sacrée où l'on veille sur les siens, ce n'était qu'un mythe. Marc ne me protégeait pas. Il m'administrait, comme un bien à gérer, un dossier à clore. Toutes ces années de « je m'occupe de tout », ces signatures facilitées, ces oublis balayés, ce n'était pas de l'amour. C'était de la gestion patrimoniale. Mon fils, mon unique bouclier, me traitait en compétence réduite. Pas par haine, non, par efficacité. Je suis rentrée chez moi, les jambes lourdes, le froid dans les os malgré le printemps. Assise dans mon fauteuil Voltaire, j'ai regardé les murs de mon appartement. Ces murs que j'avais repeints moi-même après la mort de Paul. Ces murs témoins de rires et de dîners familiaux. Maintenant, ils étaient indivis, partagés sans mon aveu conscient. Et la famille qui devait protéger ce foyer, elle l'avait fracturé de l'intérieur. Le choc n'était pas financier, c'était existentiel. Si la famille A n'était plus protection, qu'est-ce qu'il l'était? Mes économies,
mon toit, mon autonomie, tout pouvait s'évaporer sur un simple « tu ne te souviens pas ». Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai pleuré. Pas de rage, pas de désespoir, de lucidité douloureuse. Il fallait agir, vérifier non pas leurs paroles, mais mes propres traces enfouies. Assez pleuré. Le dimanche suivant, j'ai pris une décision froide, méthodique. Plus de suppositions, plus de doutes familiaux. Je vérifierai mes propres traces, celles que personne ne pouvait effacer d'avance. Pas pour accuser Marc, mais pour tester ma propre tête. Si j'étais vraiment en train de perdre la boule, mes notes le montreraient. Sinon, les faits parleraient. J'ai commencé par fouiller méthodiquement. D'abord les tiroirs de ma commode, 3 carnets intacts depuis 2015, un Moleskine noir de 2016, un agenda Spirale 2018, un bloc-notes Leclerc 2021. Pages arrachées par endroits, mais des pépites subsistaient, puis la boîte à chaussures sous le lit, factures par année, relevé BNP depuis 2012, courrier trié, enfin le classeur important du placard, assurance, historique EDF, dossiers médicaux, tout étalé sur la table de la salle à manger. 4 piles bien nettes. J'ai croisé les données comme une enquêtrice. Date de signature d'un côté, mes notes perso de l'autre, ordonnances médicales, documents officiels. Objectif simple, matcher les faits. Première claque, le 15 mars 2023, jour de la fameuse procuration. Dans mon carnet 2023, planqué derrière les serviettes, note limpide. Mardi, gymnastique 10 heures, déjeuner chez Marc 13 heures, mal de tête après, papiers à porter, signé vite. Parfait timing, juste après son rôti dominical. Et mon ordonnance? Migraine traitée à 14 heures, sommeil lourd garanti l'après-midi. J'ai continué. Systématique. 12 octobre 2017. Signature CAF Logement. Jeudi, marché pluvieux. Dos trempé. Marque passe 17 heures. Papier urgence. Fatigue extrême. Le jour d'avant, kiné et anti-inflammatoire. 5 mars 2019. Notaire mandat gestion. Matin marche longue à Bercy. Pieds gonflés. Soirée Marc plus notaire. Signé sans lire. Yeux fatigués. Goutte ophtalmo achetée le jour même. Le schéma explosait à la figure. 8 jours de signature sur 10 correspondaient à des jours de coupure. Après effort physique comme le marché ou une longue marche, après maladie genre grippe, ou pile après les repas chez Marc. Son rôti saignant revenait trop souvent avant ses urgences papier. J'avais tout noté, heures précises, sensations physiques, contextes exacts. Même les pages manquantes coïncidaient avec mes signalements de disparition. Janvier 2017, décembre 2018. Côté banque, pire encore. Relevé sous les yeux, virement suspect les lendemains. 16 mars 2023, 2 500 € vers Marc, soi-disant prêt familial. 6 mars 2019, 10 000 pour immobilier, toujours justifié par procuration utilisée. Les faits s'alignaient, implacables. Pas d'émotion, juste chronologie et preuve. Ma mémoire cartésienne de secrétaire fonctionnait à plein régime. J'avais documenté chaque détail par habitude professionnelle. Pendant que Marc parlait d'oubli répété, j'empilais des montagnes de contradictions écrites. Ce soir-là, rangeant mes piles victorieuses, un calme d'acier m'a envahi. Fini la victime larmoyante. J'avais les faits en main, datés, signés de ma propre écriture. Il était temps de les porter dehors, face au monde réel. Les preuves étalées devant moi après mes fouilles, une vérité plus lourde encore m'a percuté. Pas la trahison flamboyante des romans. Non, pire, une utilisation froide, calculée. Marc ne me haïssait pas, il ne me battait pas, ne m'insultait pas. Il m'exploita, comme un actif patrimonial à rentabiliser. Mon fils unique m'avait classé en bien administré, avec procuration et rendement. Ce n'était pas de la haine, c'était de la rationalité économique. Mon appartement valait 400 000 € au marché immobilier parisien.
Ma retraite régulière, mes économies placées, mon absence de dette, tout formait un portefeuille propre, liquide. Les signatures que j'avais posées fatiguées, des transferts optimisés. Les urgences papier, des optimisations fiscales. Mon rôle? Fournir la signature valide, le tampon notarié. Rien de plus. Les phrases du passé prenaient un sens glaçant, rétro-éclairé par cette lumière crue. « Maman, on s'occupe de ton patrimoine. » Pas de toi, mais de ton patrimoine. Prononcé autour d'un café, après un de mes doutes sur les virements. À l'époque, touchant. Aujourd'hui, programme d'acquisition. Tu ne t'en fais pas pour l'argent, on gère. Sous-entendu, on gère ton argent. C'est pour te protéger lors des procurations. Protéger l'actif de dépréciation, de taxes excessives. Même l'amour filial se révélait conditionnel. Les visites régulières, pas pour mes yeux fatigués, mais pour surveiller l'actif. Les plats apportés par la belle-fille. Maintien en état de marche du bien humain. Tu es en forme aujourd'hui. Évaluation de capacité signature. Les disparitions de carnets. Nettoyage de traces parasites. Tout s'imbriquait dans une logique impitoyable. Préserver la valeur marchande de la mère usine à Paraphe. Le choc me pliait en deux. Je n'avais pas élevé un fils. J'avais entretenu un gestionnaire. Les câlins d'enfants, les anniversaires fêtés, les « je t'aime maman » murmurés au téléphone, conditionnés à la viabilité économique. Dès qu'il avait flairé la vulnérabilité, fatigue, âge, le switch s'était opéré. Mère, actif. Amour inconditionnel, illusion. L'affection durait tant que l'actif produisait. Signature, retraite versée, immobilier intact. Pire encore, je l'avais permis. Par ma confiance aveugle, mais ne t'inquiète pas. J'avais nourri le système qui me dévorait. Assise dans mon salon, entourée de meubles témoins de 30 ans de vie, je sentais le vide. Pas de rage hurlante, un creux abyssal. J'avais été vidée de l'intérieur, sans une égratignure visible. Cette nuit-là, le miroir de la salle de bain m'a renvoyé une étrangère. Pas une victime géniarde. Une femme qui venait de comprendre sa valeur marchande aux yeux de son sang et qui n'accepterait plus ce tarif, armée de mes carnets, relevés bancaires et photocopies notariées. J'ai fixé le rendez-vous. Pas par téléphone, non. Face à face, chez eux, un mardi soir calme. J'arrivais préparée, dossier sous le bras comme une avocate. Pas de colère dans la voix. Juste les faits. Il était temps de clore définitivement le doute. Et si j'avais vraiment tout imaginé? Marc m'a ouvert, chemise repassée, son épouse dans la cuisine qui remue une casserole. Ambiance normale, télé allumée sur un journal télévisé. J'ai posé mon dossier sur leur table en verre du salon, ouvert à la page des signatures croisées avec les migraines. J'ai vérifié. Les dates, les notes, les virements, tout correspond. La procuration de mars 2023, les transferts, les carnets disparus. Je sais. Le silence a duré 10 secondes. Lourd. Pas d'explosion. Pas de tuement. Marc a feuilleté lentement, yeux plissés. Son visage. Un masque froid. Lèvres pincées. Pas de choc. Pas de défense immédiate. Juste ce regard calculateur qui évalue la menace. Sa femme s'est approchée, bras croisés. Un mélange d'irritation dans les épaules tendues et de peur dans les yeux qui fuyaient les miens. La réaction s'est déployée en 3 phases glaciales. D'abord le froid absolu. Marc a refermé le dossier sans un mot, repoussé sa chaise de 5 centimètres. Distance physique, mur émotionnel, puis l'irritation contenue. « Maman, tu dramatises, c'était pour ton bien. » Ton sec, comme à un client géniard. Sa femme a soupiré ostensiblement, retour à la cuisine, casserole heurtée plus fort. Agacement palpable, interruption d'une soirée anormale par cette vieille qui fouille.
Enfin, le straff sous-jacent. Marc s'est levé, a tourné le dos vers la fenêtre, mains dans les poches, voix basse, tendue. « Tout est légal, le notaire a validé. » Tremblement léger dans les doigts, contre la vitre. Sa femme, revenue avec du café non bu, évitait mon regard, triturait sa bague. Peur de l'inconnu? Et si j'allais plus loin? Plainte? Avocat? Aucun regret. Pas une once de « pardon maman, on a dérapé ». Pas d'excuses larmoyantes, pas de « on ne voulait pas te faire de mal ». Juste cette mécanique de défense. Légalisme froid, irritation pour la mise en cause, peur pour leurs intérêts. Confirmation ultime. Mes faits tenaient. Pas d'erreur de mémoire, pas de paranoïa sénile. Leur absence de remords scellait tout. Je me suis levée, dossier sous le bras. Je reviens avec mes preuves à la mairie. Pas de réponse, juste ce silence pesant. En sortant, j'ai vu leurs regards se croiser. Calcul partagé, alliance intacte, famille unie contre la menace patrimoniale. Dans l'escalier, plus aucun doute. J'avais vu clair, irréfutablement. Le lendemain de cette confrontation glaciale, j'ai agi. Plus d'attente, plus de consultation familiale. Juste moi, mes faits et les institutions. Première étape, retirer cette procuration qui me volait mon toit. Pas de tergiversation. J'ai appelé le notaire du quartier, celui même qui avait validé le piège en 2023. Rendez-vous pris pour 11 heures, sans prévenir Marc. Assise dans son bureau lambrissé, dossier en main, j'ai posé les photocopies, signatures croisées, migraines, virements suspects, carnet disparu. Je veux révoquer la procuration immobilière immédiatement, tout entière. Le notaire, petit homme chauve, a s'ajuster ses lunettes. Procédure simple, acte de révocation sous seing privé, suivi d'un acte notarié. J'ai signé, net, sans trembler. Effet immédiat à la publicité foncière. Mon appartement redevenait 100% mien avant midi. Première bouffée d'air pur. Deuxième action, la banque BNP. Midi 30, guichet principal rue de Vaugirard. Plus de délégation. Madame Dubois, révocation totale des procurations bancaires. La guichetière, jeune fille efficace, a tapé sur son clavier. Contrôle des virements sortants bloqués. Accès compte personnel restauré. J'ai demandé un extrait CATS tout frais, propre, clair. Plus personne ne touchait sans mon feu vert. En sortant, j'ai fermé un compte joint inutile, transféré les fonds sur un nouveau à mon nom seul. Contrôle total. Troisième salve, signalement officiel. Direction la mairie du 15e. Service social et tutelle. Dossier complet remis au CCAS. Fait, date, preuve d'abus de faiblesse. Je veux une inscription au fichier des personnes vulnérables pour protection. L'assistante sociale a pris note sérieuse, promis un suivi avec le procureur si besoin. Numéro de dossier en poche. Parallèlement, appel à l'avocat du barreau gratuit pour seniors. Première consultation fixée vendredi. Droit de rétractation. Possible plainte pour abus. Chaque démarche libérait un nœud. Le stylo dans ma main ne tremblait plus. À chaque paraphe, une vague de liberté montait. Plus de « Marc gère », plus de signatures fatiguées. Je décidais, seule. Pour la première fois depuis des années, j'ai marché tête haute rue des Lilas, papier neuf en poche, les passants, le bruit de Paris. Tout semblait plus vif. Mon corps, mes choix, mon toit, à moi. Le soir, j'ai jeté les anciens carnets incomplets, nettoyé les tiroirs. Plus de cachettes paranoïaques. Demain, je changerai les serrures. Après-demain, rendez-vous expert comptable pour sécuriser les placements. Fini les autorisations implicites. Je ne demandais plus la permission. Je l'imposais. Ce goût de contrôle retrouvé, enivrant, comme respirer après des années sous l'eau. J'étais revenue aux commandes. Définitivement.
6 mois ont passé depuis ce mardi chez le notaire. L'appartement est redevenu entièrement mien, les comptes sécurisés, les serrures changées. Marc passe parfois, appelle pour les fêtes, relations polies, distantes, pas de procès, pas de scandale familial, juste une ligne tracée, sereinement. Aujourd'hui, je marche rue des Lilas avec un café à emporter de ma boulangerie préférée. Le soleil filtre à travers les platanes. Les enfants jouent au ballon sur le trottoir. Ma vie a repris son cours. Marcher 3 fois par semaine, gymnastique des seniors le mardi, tricot avec les voisines le jeudi. J'ai même repris mon jardinage sur les balcons, planté des tomates cerises, qui poussent bien cette année. Le CCAS m'a mise en contact avec une association d'aide aux aînés. Pas pour me plaindre, mais pour aider d'autres. J'anime un petit atelier mensuel. Comment lire ces papiers administratifs? Rien de militant. Juste partager des astuces, cocher les dates, garder des doubles, dire non aux signatures pressées. Les participantes hochent la tête, prennent des notes. Certaines reconnaissent des situations similaires. Ça aide, simplement. Ma tête, claire comme jamais. Les migraines sont mieux gérées. Carnet unique tenu à jour, visible sur la table. Plus de cachette. J'ai consulté un neurologue. Aucun signe d'Alzheimer. Juste l'usure normale des années, amplifiée par la fatigue. Mes souvenirs sont intacts, solides. Je me souviens de tout. Les rôtis trop lourds, les carnets subtilisés, les sourires calculateurs. Mais je n'y pense plus avec amertume. C'était une leçon, pas une malédiction. Ce qui compte, c'est cette paix intérieure, la certitude que ma voix pèse, que mes choix prévalent. Plus personne ne signe à ma place, plus personne ne décide de mon quotidien. J'ai appris que la famille protège, mais que la vigilance protège mieux. Chaque matin, en ouvrant mes volets sur Paris, je me dis « Ma vie est à moi ». Ma mémoire, mes murs, mes lendemains, personne ne les raconte à ma place. C'est mon histoire, et j'en suis l'auteur. Point final.